Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième journée de notre congrès numérique. Aujourd'hui, nous avons un atelier en matière de prise de conscience du monde numérique. Pour cela, nous avons invité notre spécialiste Davy van de Kloot. Qui est Davy? Davy est un enquêteur spécialisé en matière de OSINT, Open Source Intelligence. Il a une longue expérience en matière de recherche, notamment dans le monde de la cybercriminalité. Et Davy a préparé une belle présentation. Merci Yuri pour cette introduction. Aujourd'hui, dans le cadre de cet atelier, je voudrais parler du partage d'informations personnelles en ligne via les réseaux sociaux, mais je voudrais aussi parler des conséquences qui en découlent. Parfois, nous ne accordons pas suffisamment d'attention à ce que nous mettons sur les réseaux sociaux. Je voudrais donc parler de la sensibilisation et donc créer une prise de conscience, une autoréflexion numérique pour vous donner une nouvelle notion. Aujourd'hui, nous allons comparer la liberté numérique avec la sécurité numérique. Qu'est-ce qui se trouve en ligne? Est-ce que nous travaillons en sécurité? Quel est l'impact potentiel de cela sur ma vie privée ou professionnelle, le cas échéant? Comment est-ce que je peux mieux me protéger en ligne? Comment est-ce que je renforce ma résilience numérique? Comment est-ce que je peux mieux me protéger en ligne et où puis-je trouver des informations à ce propos? Et troisièmement, et si ici, je suis la victime d'un cas de fraude ou d'escroquerie. Que dois-je faire? Et à la fin de cet atelier, je vous donne également des astuces et des liens utiles. La liberté digitale versus la sécurité. Notre société actuelle évolue à une vitesse incroyable, fascinante. Nous passons énormément d'heures connectées, en partie grâce à notre smartphone, mais cela n'est pas dépourvu de risques. Je parle de Facebook, Twitter, Instagram. Nous avons énormément de réseaux sociaux. Grâce à ces réseaux, nous sommes interconnectés, nous avons une grande liberté numérique. Tout cela est top, mais quid de notre vie privée en ligne? Quelles sont les informations personnelles que nous partageons? Est-ce que cela peut entraîner des abus? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on obtient nos données? Premièrement, ils obtiennent nos données parce que nous partageons nos données. Il suffit de remplir un formulaire en ligne, une évaluation. Il suffit de créer un profil en ligne pour les réseaux sociaux. Il y a suffisamment d'exemples d'actions qui nécessitent nos informations personnelles. Pour créer un compte, par exemple, on doit aussi partager les informations personnelles. Et donc, souvent, les grandes boîtes telles que Facebook et Google utilisent nos informations à des fins de marketing, de publicité. On fait aussi de la publicité sur mesure en fonction des recherches sur le net. Mais que se passe-t-il lorsqu'on obtient ces informations? Qui s'occupe de la gestion? Qui fait la sauvegarde? A-t-on une certaine forme de maîtrise? Je voudrais inviter tous les écouteurs à y réfléchir. Parlons à présent des fuites de données. Lorsque nos données sont partagées via le net, elles peuvent être volées et les fuites de données, data breaches en anglais, offrent une belle opportunité. Des millions de données sont volées et souvent des personnes qui ne devraient pas accéder à ces données les obtiennent.
Et donc, ce sont aussi des données qui atterrissent dans un contexte criminel et on les utilise dès lors pour envoyer des mails de phishing à des victimes potentielles. Or, la plupart de nos informations sont tout simplement publiques, disponibles sur le net. Cela se fait via les réseaux sociaux. Ce sont des informations gratuites qu'on trouve en masse sur les réseaux. Et quid de la vie privée? Il faut quand même savoir que les informations que nous partageons en ligne peuvent être utilisées à de mauvaises fins. C'est l'exemple de Tom. La campagne de Febelfin de 2013 l'illustre. Ieder van ons heeft naast zijn gewone leven vandaag de dag ook een online leven. Mag ik je voorstellen, mijn nieuwste vriend, Tom de Grote. Tom zit sinds 2010 op Facebook. Hij heeft bijna 700 friends, waaronder sinds kort ik dus. Hij is 35 en woont sinds jaar en dag in Brugge. Daar heeft hij ook Sophie leren kennen. Zijn het geen schatjes? We stuurden hem een phishing-mail, zogezegd in naam van zijn echte bank, met de vraag om enkele gegevens te bevestigen. Eens die hebben volstaat nog 1 neptelefoontje om zo zijn rekening leeg te halen. Maar ik ben iets anders van plan. Want intussen ken ik Tom immers zo goed dat ik niet zijn bankrekening ga overnemen, maar zijn leven. Letterlijk. Tot snel, Tom. Zo, begint men intussen al goed in zijn vel te voelen. Tijd voor een testje. Ja, we gaan eens dag zeggen aan Krieke, de baas van zijn stamcafé. Daar is Tom kind aan huis, dus ik ook. Toch? Hé, Krieke! West! Benieuwd hoe hij zal reageren als hij zichzelf, of beter gezegd mij, tegenkomt op Facebook. Tom? Good afternoon, sir. Sorry to bother you. This is Jimmy from the Harp Hotel in London. Yeah? Yeah, we got your online reservation for 4 rooms. Excuse me? I didn't make a reservation. Een paar dagen geleden heb ik online mijn kinderdroom gevonden. Een schitterende antieke harp. Maar ik heb het natuurlijk niet betaald. Daar heb je vrienden voor. Dag meneer De Grote. Terug. Ja? Staat hij daar goed? Wat is dat? Wat is dat? Dat is die harp die ik hier juist geleverd heb voor u. Tom, je hebt hier juist getekend. En waar is mijn handtekening? Hier? Hey, maar dat is sowieso. Kijk, gisteren had er al een gebeld van het Londen dat je met mijn Visa-kaart ding besteld zijn. Ja, dat weet ik niet. Ik weet dat ik hier gewoon dit hier heb afgeleverd. Je hebt hier juist afgetekend. Maar heb je niet zo getekend? Nee, Ja? en wie was dat? Hoe zag die man eruit? Dat waarde jij. Simpel. Ja, zeg, dat was ik weet ook wel wat dat eruit ziet. Ben ik hier niet geweest? Je mag die harp weer meenemen, dat ik je dat niet vragen. Ja, maar ik mag die niet meenemen. Ja, wat hè? Kijk, dan ben ik dus vrij. Wacht. Is dat deze? Ja? Beste Tom, Tom hier. Aangenaam. Heel je leven staat online en voor je het weet neemt iemand zoals ik het van je over. Hé, maar dat is freaky. Dat is freaky. Wat de fuck is dat? Ja, wat de fuck is dat hier allemaal? Ja. Waar leg je nou op pennen, man? Normaal, joh. Ja, maatje. Deel geen persoonlijke en bankaire informatie. Of jij wordt misschien de volgende.
toch wel... Hein? Ça en vaut la peine, hein, Yuri? Oui, oui. Très intéressant. Même si c'est une vidéo de 2013, cela reste vraiment d'actualité. Très, très actuel. Diapo suivante. Voici un écran qui illustre la traçabilité numérique. La plupart des clients n'ont pas une bonne hygiène numérique. Lorsque nous sommes en ligne, nous laissons des traces, un nom, numéro de téléphone, photo, adresse email, notre adresse IP. Ce sont tous des éléments qui, lorsque ils sont reliés, donnent des informations sur nous-mêmes et sur nos proches, les membres de notre famille. Ces données, dans la plupart des cas, sont accessibles. Il suffit d'avoir une connexion Internet et on peut donc les consulter, les sauvegarder, les partager, les divulguer. Ce sont en quelque sorte les pièces d'un puzzle qui, ensemble, forment notre identité virtuelle. Et donc, lorsqu'on les rassemble, on divulgue beaucoup plus d'informations que l'on ne le souhaite. Et à titre d'information, cette personne de la photo n'existe pas vraiment. C'est l'intelligence artificielle qui l'a créée. C'est le site web This Person Doesn't Exist. C'est le lien en bas de l'écran. Ensuite, le rôle de la police, de la défense, le partage d'informations en ligne peut toujours être un risque. Je cite l'exemple de l'adresse, l'identification. Même si on a une photo avec un masque, elle permet aussi, ou quand même, de dévoiler qui on est et où l'on vit. On arrive via le net à trouver facilement des personnes exerçant une profession spécifique. Nous savons que les agents de police sont souvent menacés. Ce ne sont pas toujours les virologues, en effet. Donc voici une illustration. J'ai fait une simple recherche sur Google et notamment via le site LinkedIn, un site professionnel, et cela nous donne une liste de personnes qui disent travailler pour la police. Donc il y a la photo de profil et donc ce sont des personnes en uniforme. Autre exemple, les militaires qui peuvent être retrouvés via l'appli Strava. Donc c'est un article de 2018 qui montre où se trouvent des militaires. Donc, grâce à cet article, on a su retrouver les militaires à l'étranger, mais aussi leur nom, prénom, leur adresse, mais aussi les coordonnées des membres de leur famille. Donc, c'est en raison de cette appli qu'on a retrouvé le positionnement de ces militaires à l'étranger. Et donc, souvent, c'est parce que le profil Strava correspond exactement au profil utilisé pour les autres réseaux sociaux. Autre exemple très grave des abus via les réseaux sociaux. Donc, c'est un article de 2016. Un membre de Daesh publie une liste de militaires belges. Et donc, c'est une liste qu'il avait trouvée via les réseaux sociaux. Le but était d'exécuter, donc d'attaquer ces militaires. C'est la vraie vie. Et puis, enfin, tout utilisateur Internet court le risque de perdre ces données. Voici un autre exemple récent du mois de novembre 2020. Donc, il s'agit de la personne qui avait tué un petit chien, Dribble, pendant sa course. Et donc, c'est
un article qui a été partagé à plusieurs reprises via les réseaux et on avait donc partagé son nom, la photo de son fils, même la photo de sa maison, des personnes circulaient autour de sa maison et poster ensuite la photo de cette personne et de sa maison sur Facebook. Comment pouvons-nous demander et exiger de effacer nos données? La théorie dit que c'est possible, mais dans la pratique, c'est très improbable, voire impossible. Il y a l'article 17 de l'RGPD. Cet article dit que chaque citoyen de l'Union européenne a le droit de demander ou d'exiger d'effacer ses données personnelles, par exemple parce qu'on s'oppose au traitement de ces données. Dans la pratique, ce droit, dans la plupart des cas, est exercé pour faire effacer les résultats de recherche. Donc, pour cela, il faut remplir un formulaire en ligne et donc toutes les informations seront partagées via les liens après cet atelier. Et donc, pour remplir ce document, on demande aussi d'envoyer une copie de la carte d'identité, ce qui suscite à nouveau des questions pour notre vie privée. Donc, mission impossible lorsque nos données sont partagées en masse. Elles sont indexées par des robots, par des moteurs de recherche. Elles sont ensuite utilisées par des sociétés. Donc, il est quasi impossible d'effacer nos données. Un site intéressant qui permet de savoir quelles entreprises et organisations belges détiennent nos données. Donc, c'est l'outil Show Me My Data du ministère pour la vie privée. Je vous conseille vraiment de consulter ce site qui est extrêmement intéressant. En fait, il faut retenir, lorsqu'on est en ligne, on l'est pour toujours. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, avant de mettre quelque chose sur le net, réfléchissez à ce que vous voulez mettre. Qu'allez-vous publier? Une photo, un message? Quel est le contenu? Pensez-y. Pourquoi? Quel est le but? Quelle est l'intention? Est-ce bien nécessaire? Si on veut mettre des photos de l'appartement, il faut se demander si c'est nécessaire. Est-ce que tout le monde doit voir quelle clé on utilise pour ouvrir la porte d'un nouvel appartement? Je vais peut-être donner quelques explications. Des logiciels permettent même de faire une copie d'une serrure en utilisant une simple photo. Où va-t-on mettre les informations? Quelle plateforme? Est-ce que les données du site sont visibles? Les données de localisation? Il faut bien y réfléchir. Et qui a accès? Est-ce que ce sont des données rendues publiques ou va-t-on se limiter aux amis? Que des informations importantes. Et quels sont les risques éventuels, les conséquences éventuelles de la publication de mes données? Comment mieux se protéger en ligne? Quelles données sont visibles? Il est important de savoir que, de manière générale, la plupart des données des comptes sociaux sont rendues publiques. Les utilisateurs doivent donc décider ce qu'ils veulent partager. Or, dans la pratique, la plupart des utilisateurs choisissent les paramètres type par défaut et donc tout ce qui est mis en ligne reste en ligne. Donc, en fait, il faut prendre le temps nécessaire pour tout bien protéger et pour consulter les paramètres. Il faut aussi se demander ce qui est visible, les publications, les amis, données personnelles, biographie, nom, URL, facebook.com. Ensuite, on oublie
les autres informations. Mais souvent, c'est là que se trouve le nom initial du compte au moment de sa création. Qui peut voir ce que je partage? Tout le monde, mes amis, moi-même uniquement. Via les paramètres de sécurité, on peut déterminer si le compte peut être trouvé par des moteurs de recherche et il faut toujours utiliser un mot de passe sûr, unique et fort. Utiliser différents mots de passe pour différentes plateformes. Un mot de passe sûr est un mot qui comprend au moins 13 caractères où on fait un mix de caractères spéciaux, minuscules, majuscules, chiffres. On peut utiliser aussi une phrase pour composer un mot de passe ou un coffre-fort numérique ou un manager mot de passe. C'est là où on rassemble les différents mots de passe. Donc, ne mettez pas le nom de votre fille suivi par votre numéro de boîte postale. Non, à éviter. Ensuite, l'authentication multifactorielle, on le recommande vivement car cela représente une couche de sécurité supplémentaire. On doit, via cette authentication, prouver qui on est. Cela peut se faire via une appli, par exemple l'authenticateur Microsoft ou Google, mais on peut aussi choisir un token ou un code textuel qu'on envoie via un SMS. Donc, soyez cyber aware. Il est important d'avoir une prise de conscience. Il faut connaître les risques en ligne et il faut avoir une meilleure hygiène numérique. Il faut être vigilant afin d'éviter de se faire escroquer en ligne. Renforcer la résilience numérique, il faut s'informer afin d'être plus malin que les cybercriminels. Pour cela, vous pouvez consulter le site cybercriminal.nl, un site hollandais qui donne de nombreuses informations actuelles sur la cybercriminalité. Il y a une rubrique de A à Z qui donne de belles explications sur les différents phénomènes de cybercriminalité. Autre site intéressant, le site de la zone de police Grens, c'est la région anversoise. C'est un site qui donne beaucoup d'informations utiles. Les différents liens se trouvent en bas de l'écran. N'hésite pas à cliquer dessus. Safe on Web, c'est une initiative du Centre de cybersécurité belge, un site très convivial qui contient beaucoup d'informations, des astuces qui permettent d'obtenir une meilleure protection en ligne et c'est un site qui partage également les dernières formes de cybercriminalité. Il y a également des informations pour mieux se protéger ou pour mieux protéger les différents comptes. Comme il est expliqué en bas de l'écran, il y a la vérification en 2 étapes. Les différents mots de passe, c'est ce que je viens de vous expliquer. Puis, via Safe on Web, vous pouvez également faire le test phishing. Vous pouvez donc suivre une petite formation pour apprendre à reconnaître les messages suspects ou des faux messages. Voici déjà quelques astuces. Ne cliquez jamais sur les liens qui se trouvent dans un message suspect. Réfléchissez avant de cliquer. Une instance financière ne demandera d'ailleurs jamais de faire un virement ou d'insérer un code PIN parce qu'une instance financière a déjà accès à nos données financières. Elle ne va donc jamais demander de ressaisir toutes les données parce qu'elle y a déjà accès. Elle les voit déjà quand cela semble trop beau pour être vrai. Méfiez-vous et ne partagez jamais vos codes personnels et en cas de doute, contactez l'organisation concernée via les coordonnées officielles. Que faire si vous recevez un faux message? Envoyez-le à suspect@safeonweb.be. Cela permet de bloquer
la personne qui a envoyé le message. Autre site qui permet de contrôler si des données ont été partagées. C'est le site haveibeenpwned.com. Donc, on peut vérifier via un mot de passe si il y a une fuite de données. Si c'est le cas, il y a un écran rouge qui explique quelles données ont été partagées. Donc, il s'agit ici de la fuite Facebook. Donc, ça a été fait en avril 2020. À peu près 3,18 millions d'utilisateurs belges et leurs données avaient été mis à disposition. Si les données ne sont pas connues, on a un écran vert. Et si vous voulez être informé de futures fuites de données, il suffit de cliquer sur Notify Me en haut de l'écran. Attention, cette base de données n'est pas exhaustive. C'est un outil intéressant, certes, mais cet outil ne permet pas d'avoir la garantie par rapport à la divulgation des données. Si les données ont été partagées, nous vous conseillons de modifier tout de suite votre mot de passe et d'activer la vérification en 2 étapes. N'oubliez pas, lorsque vous saisissez vos données, elles peuvent être utilisées via un login. Donc, on retrouve ainsi les données via l'adresse IP. Donc, il faut en être bien conscient. La cybercriminalité, un phénomène criminel en pleine croissance ces dernières années. Il y a les phishing, fraude WhatsApp, hacking, sextortion. Il y a des dizaines, des vingtaines, trentaines de phénomènes différents, voire plus. Les chiffres Febelfin ont démontré que l'année dernière, 34 millions d'euros représentant des personnes qui ont été escroquées via le phishing. Souvent, ce sont des personnes qui gagnent la confiance de personnes pour les escroquer. Et malgré toute la prudence et toute l'attention que nous pouvons y porter, nous pouvons tous devenir victimes. Je cite le shopping en ligne, le suivi de nos paquets en ligne. Il y a par exemple plus récemment la fraude Bipost où on demandait aux personnes d'installer une appli via un lien, une appli frauduleuse, les réunions en ligne, l'utilisation de codes QR, convocation au vaccin Covid. Nous faisons quasi tout en ligne, ce qui nous rend particulièrement vulnérables et nous pouvons donc facilement être victimes d'abus. Si vous avez été piraté, néanmoins, réagissez rapidement. La rapidité est crucial, contactez directement votre banque pour éviter que vos comptes soient vidés, pas uniquement votre compte, mais également les comptes vers lesquels l'argent a été envoyé. Donc, la rapidité est indispensable pour éviter le pire. Si vos données de carte crédit ont été piratées, téléphonez Carte Stop et rassemblez un maximum de preuves. Prenez des screenshots de tous les éléments qui peuvent démontrer que vous avez été piraté, le message, le lien, l'adresse e-mail. Donc, les noms d'utilisateurs, numéro de téléphone, rassemblez un maximum de données. Si vous êtes piraté par email, vous pouvez également imprimer l'adresse IP de la personne qui a envoyé l'email. Dans le slide, on donne également un lien où vous pouvez trouver toutes ces données. Les données financières également peuvent être rassemblées. Quelle est votre
pertes avez-vous subies, toutes les données bancaires, si nécessaire, adaptez vos mots de passe et introduisez une plainte auprès de la police avec toutes les preuves que vous avez rassemblées et racontées concrètement ce qui s'est passé. Une question. Porter plainte auprès de la police, c'est un service particulier ou simplement la zone de police locale? Oui, vous pouvez vous adresser au commissariat de police locale de votre zone pour porter plainte. Pour l'instant, d'énormes efforts sont fournis par la police, par la justice, par le secteur bancaire pour pouvoir réagir plus rapidement s'il y a des gens qui sont victimes de piratage pour essayer de récupérer l'argent parce que finalement, la tâche essentielle de la police, c'est prendre donc les pirates et être au service de la justice, mais on mise également sur le fait que les gens retrouvent leur argent. Le faux message, on peut l'envoyer à suspectsafeonweb.be si vous avez rassemblé tous les éléments. Donc, si vous l'avez fait envoyer, effacez ce faux message. Vos cartes d'identité ont été volées, a été volées. Tous ces éléments, il faut en tenir compte. Contactez DocStop. Il faut dénoncer la fraude sur le site web .decontactbelgique.be du SPF Économie où l'on peut examiner votre plainte. Ils ont des contacts avec les banques aussi. Ça aussi, c'est une piste que l'on peut suivre. On en arrive à la fin de ce workshop. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire un mot pour mon collègue Kevin. Aujourd'hui, je suis aussi, et j'ai de drôles de sentiments. Je suis content que je pouvais être présent, mais je déplore la perte de mon bon ami, collègue Kevin Van de Wever. J'ai collaboré étroitement avec Kevin pendant des années. On a fait préparer ce workshop ensemble. Il allait présenter le workshop français, mais malheureusement, non. Donc, copain, c'était pour toi. En effet, on avait l'intention de le faire, de le présenter avec lui. Mais c'est déplorable ce qui s'est passé. On ne va pas entrer dans les détails, mais merci de dire un mot pour lui. Comme dans chaque session d'inspiration lors de ce congrès, nous avions une sorte de questions-réponses. Nous avons nous-mêmes rassembler quelques questions qu'on voudrait soumettre en tant que spécialiste. Et d'abord, dans le cadre du Digital Awareness, est-ce qu'il y a des limitations pour les autorités, pour les entreprises, pour utiliser les médias sociaux? Dans le cadre de recrutement, de la discipline, est-ce qu'ils peuvent tout faire? Est-ce qu'il y a des limitations? D'abord, il faut savoir de quelle façon a-t-on obtenu l'information. Si on l'a trouvée en ligne, de façon publique, alors évidemment, on peut consulter cette information. Éventuellement, on peut avoir une vue sur la personne qui s'adresse à vous. Donc, comme ça, on voit le profil de la personne, on voit, ça peut être intéressant pour certaines entreprises, évidemment. C'est une différence avec des cas où une information personnelle d'une personne, même si c'est public,
est utilisé ou est diffusé sans son autorisation pour blesser cette personne, pour nuire à cette personne. C'est un autre cas. Et ça, c'est une faute grave. En réalité, on nuit à la vie privée de la personne et rechercher de l'information sur des futurs travailleurs, utiliser l'information qu'eux-mêmes ils ont mis en ligne et en fait, ils sont d'accord que chaque utilisateur de l'Internet peut les utiliser. Ce n'est pas faux. Oui, mais l'hygiène digitale, donc il faut réfléchir à ce qu'on a déjà posté, de commentaires, etc. Et donc, en effet, c'est un point important. Et le home banking, est-ce qu'on peut le faire en sécurité ou je pense que le secteur financier fait le maximum. 100% de sécurité n'existe pas, mais je pense que le secteur financier fait l'impossible pour travailler dans des conditions les plus sûres possibles. Les applications sont bien protégées, mais il est important que vous utilisiez uniquement les applications officielles, comme l'exemple de Bpost. Lorsqu'il y a une application via un lien que vous recevez via un mail, il faut faire attention. Il y a un gros risque de fraude. Donc, installez toujours l'application officielle d'un organisme et alors, en principe, il y a peu de risques. Dernière question, on a parlé de software, Internet, etc. Tu as un PC devant toi. Cette caméra sur ton PC, ça est sûr? Peut-on le faire en sécurité? Ou personnellement, oui. Moi, je me sans regarder. C'est pour ça que j'ai un laptop avec une caméra intégrée. Si je ne l'utilise pas, donc je mets quelque chose sur ma caméra. Qu'on peut acheter du matériel pour cacher la caméra. Oui. Mais c'est de la technologie. Il peut que ce soit piraté, peut-être que dans le passé, j'ai installé quelque chose dont je ne me souviens pas, du malware qui se trouve encore quelque part sur le disque. C'est possible. Moi, j'utilise ma caméra uniquement lorsque j'ai une réunion en ligne. Sinon, je ne mets pas ma caméra. Merci, Davy, pour ces explications très intéressantes. Je pense que tout le monde a bien écouté avec étonnement. Merci beaucoup.